Ok, bah alors bonsoir à toutes et à tous. On tient de s'excuser pour cet incident technique. Il semble qu'on aurait été victime de notre succès, et donc dû au trop gros nombre de connexions en même temps, Zoom a craché. Donc on va commencer avec cette première journée. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'assurance vie et l'assurance de personnes. Donc c'est la première édition de l'Actuarial Week, et donc elle va se dérouler de la manière suivante. Donc tout d'abord une introduction pour comprendre ce que c'est que l'assurance vie et l'assurance de personnes. Une introduction qui sera faite par Madame Pascal Quenel. Ensuite, on présentera les quatre intervenants du jour. Et je tiens à les remercier. Ils ont réussi à se libérer de leurs contraintes professionnelles, et ils se sont donnés pour vous faire une présentation qui soit la plus complète possible. Et à l'issue de la présentation de chaque intervenant, on aura une séance de questions-réponses qui durera entre 25 et 30 minutes. On essaiera de répondre à un maximum de questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la conférence. Elles seront lues par les modérateurs et posées aux intervenants. Donc, je vais désormais laisser la parole à Madame Quenel pour l'introduction. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter en quelques mots l'assurance vie, l'assurance de personnes et les enjeux principaux, surtout de mon point de vue de l'actuaire. Une vision classique de l'assurance vie est de dire que l'assurance vie va concerner l'assurance en cas de vie, et c'est le domaine de l'épargne, et en cas de décès, et c'est davantage le secteur des vies entières. Cependant, souvent, on associe à l'assurance vie l'assurance de personnes qui couvre les risques des personnes physiques contre les accidents corporels, l'invalidité, la maladie, le décès, avec la prévoyance, décès, incapacité, invalidité, la dépendance, jusqu'à la santé, qu'on inclut aussi dans l'assurance de personnes. Donc, des formules très différentes en termes de couverture assurantielle et puis en termes de risque. Donc, plusieurs formules qui divergent selon la durée de couverture choisie, les options de sortie. On peut, en assurance vie, bénéficier de garanties en capital, mais aussi de garanties sous forme de rente. Le bénéficiaire de l'assurance peut être soit le souscripteur, soit un bénéficiaire désigné. Le portage du risque peut varier selon le type de produit. Par exemple, en épargne, pour un produit qui va porter le même nom, un contrat d'assurance vie épargne, si le contrat est en unité de compte, le risque des actifs est porté par l'assuré, et sur un contrat fonds euro, classiquement, le risque lié aux actifs va être porté par l'assureur. Donc, un panel relativement en large. Je rajouterai aussi que l'assurance vie, c'est le premier moyen, le premier contrat produit d'épargne des Français. Aujourd'hui, ça représente plus de 1790, je crois, presque 1800 milliards d'euros, l'assurance vie. Donc, un enjeu en termes de capacité d'épargne, enfin un enjeu en termes de gestion d'actifs aussi relativement assez important. Depuis plusieurs années, l'État, par de différentes lois et réglementations, cherche à orienter l'épargne, cette masse, ces milliards d'euros épargnés par les Français, vers le financement de l'économie. Donc, l'assurance vie a aussi un enjeu stratégique dans le fonctionnement de l'économie en France. Et donc, dans ce cadre, on crée des produits spécifiques
pour diriger l'épargne vers le financement des entreprises. Donc, par exemple, en 2014, ont été créés les nouveaux contrats d'assurance vie Eurocroissance qui étaient orientés pour le financement des PME. Et puis, depuis décembre 2009, dans le cadre de la loi Pacte du 22 mai 2019, pardon, j'ai dit 2009, c'est 2019, a été lancé début 2020 le contrat PER, plan d'épargne retraite. Et un des objectifs de ce contrat, c'est d'aider au financement des entreprises et des PME en particulier. Voilà, sur la partie, la présentation de l'assurance vie. Ensuite, pour un actuaire, l'assurance vie, c'est un terrain de jeu assez intéressant, assez divers, puisqu'il y a différents types de risques qui peuvent être étudiés. Donc, le premier, là aussi, je commencerai par le plus classique, c'est le risque biométrique. Donc, avec l'assurance vie, l'actuaire peut s'intéresser à des problématiques telles que la modélisation, la compréhension des risques biométriques, à certains modèles de durée de vie, comment construire des tables en incapacité, en invalidité, comment modéliser le passage en invalidité, travailler sur l'élaboration de tables de mortalité prospective, étudier des mécanismes de transfert du risque, de longévité, du risque vers du risque de mortalité. Donc ça, c'est une étude plus tournée vers c'est de l'actuariat plus passif et d'études de comportement, le risque biométrique. Un autre sujet qui est arrivé par la réglementation financière avec Solvabilité 2 et puis maintenant la norme IFRS 17, c'est toute la mise en place des normes comptables et de la directive Solvabilité 2 qui impose de nouvelles règles prudentielles aux assureurs. Il est nécessaire de mettre en place des bilans économiques avec une valorisation des actifs et du passif en valeur de marché, en fair value, et de mesurer l'impact de risque sur le bilan. Donc, en assurance vie, c'est le domaine où ces enjeux de vision économique du risque sont certainement les plus complexes, avec des vrais challenges techniques et opérationnels du fait de la complexité en fait, des portefeuilles d'assurance vie et du fait du caractère sont des risques de durée longue. Et un autre domaine de prédilection pour les actuaires en matière d'assurance vie, bien sûr, c'est l'ALM, c'est la gestion active-passif, puisque le risque est de long terme et donc l'assureur doit s'assurer sur la durée de l'engagement qu'il a la trésorerie suffisante, qu'il est suffisamment solvable, et ça oblige l'assureur à avoir des raisonnements d'ALM, de gestion active-passif, à mettre en place des modèles assez sophistiqués et réfléchir à sa stratégie de gestion d'actifs. Dans l'actualité aujourd'hui, l'assurance vie occupe une place assez importante. Les deux sujets phares, s'il y avait deux sujets à retenir, c'est le sujet des retraites,
puisque, puisque avec la réforme des retraites, une des solutions pour répondre aux problématiques posées par la réforme des retraites est de lancer des nouveaux produits d'épargne retraite et de proposer des solutions aux Français. Et puis, un autre sujet concerne les menaces liées à la pandémie et comment mesurer le risque catastrophe lié à ce risque. Et enfin, un autre domaine, donc le deuxième domaine pour moi, c'est vraiment la problématique des taux bas qui apparemment s'installe dans une situation de long terme. Et donc, les assureurs vie sont confrontés aujourd'hui à cette problématique des taux bas. Donc, dans ce panorama de l'assurance vie, les actuaires ont encore une fois un terrain de jeu, enfin un rôle à jouer relativement diversifié. Donc dans différents métiers là, que vous voyez apparaître à l'écran. On vous a fait un joli schéma avec différents métiers de l'auditeur jusqu'à l'actuaire qui va créer des produits, de l'actuaire qui va travailler sur de la gestion d'actifs, celui qui va développer des modèles de gestion actifs passifs ou bien des modèles pour mesurer le risque et vérifier la solvabilité dans le temps du portefeuille d'assurance. Enfin, il y a beaucoup de sujets. C'est beaucoup de sujets très vastes et très techniques. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Madame Quenel, pour cette introduction à l'assurance vie. On va passer du coup à la présentation des intervenants. Donc le premier, ça sera Monsieur Stéphane Lemaire qui est avec nous ce soir. Et du coup, je le laisse la parole pour se présenter. Merci Youm. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter, donc Stéphane Lemaire. Alors maintenant, ça fait un petit peu plus de 10 ans que j'ai la chance d'exercer le métier d'actuaire, si on peut parler de métier d'actuaire en assurance vie, tellement il est vaste, comme ça vient d'être exposé. Et puis, au final, moi déjà, ce que j'en retiens, c'est que 10 ans, ça passe très très vite et c'est très probablement parce que c'est passionnant, c'est divers, il y a une diversité des possibilités qui font que il y a jamais possibilité de s'ennuyer dans ce métier. Donc je vais tenter d'apporter un éclairage probablement assez personnel en retraçant un petit peu cette expérience depuis mes études jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai commencé par des classes préparatoires à l'issue desquelles j'ai intégré une école d'ingénieur à l'école centrale Paris. Et puis, c'était à une époque où, en fait, on parlait de plus en plus d'assurance à l'école avec un partenariat qui commençait à s'ouvrir avec l'Université Paris-Dauphine. Et j'ai eu l'opportunité de suivre le master d'actuariat. Et suite à quoi, je me suis passionné pour l'actuariat et j'ai rejoint donc le cabinet Deloitte dans la practice en actuariat où j'ai rédigé mon mémoire d'actuaire. Alors peut-être il y a certains d'entre vous qui sont dans le cours de cette rédaction et je vous encourage pour la finalisation ou la poursuite du mémoire. Et pour ma part, je l'avais réalisé sur un sujet très technique puisque c'était vraiment mon appétence que j'avais au sortir des études sur le calcul stochastique en assurance vie et notamment sur les méthodes numériques d'optimisation des temps de calcul, donc plus précisément ce qu'on appelle les simulations dans les simulations. Donc ça a été des recherches appliquées de méthodes mathématiques appliquées à différents portefeuilles et donc un sujet de recherche qui a donné lieu à la soutenance du mémoire.
Et donc, j'ai passé à peu près 5 ans au sein de la practice actuariat Deloitte, où j'ai eu l'opportunité d'exercer dans plusieurs domaines de l'assurance vie assez divers. Alors, ça a été l'implémentation de modèles Solvabilité 2, notamment les modèles de calcul du pilier 1, provision technique, exigence en capital, de l'ALM, donc l'optimisation des allocations d'actifs notamment, un peu de développement de produits, quelques opérations de fusion-acquisition, et puis on commençait à parler un petit peu d'IFRS 17. Alors, ça ne s'appelait pas encore IFRS 17 à cette époque, c'était plutôt sur IFRS 4 phase 2, et donc c'était toutes les questions autour de quel allait être l'impact de cette norme comptable nouvelle qui allait révolutionner la production des comptes en assurance vie. Alors, la particularité de cette expérience au sein de Deloitte, c'était la diversité des missions et qui, du coup, impose une volonté d'apprendre continu sur le plan technique avec la diversité des thématiques, mais aussi la curiosité de découvrir des environnements clients toujours nouveaux, que ce soit la compagnie d'assurance, les mutuelles, les environnements de plus petites structures ou les groupes internationaux. Donc la richesse, c'est la richesse aussi des sujets, mais aussi des univers dans lesquels on les exerce. Donc ça, c'est vraiment ce que j'en retiens. Ce que j'en retiens aussi, c'est qu'en tant qu'actuaire, on peut contribuer au développement d'un cabinet, que ce soit avec la construction de nouvelles offres, la participation au recrutement ou le développement commercial en allant voir de potentiels nouveaux clients. Donc là, c'est des compétences un petit peu différentes qui nécessitent d'être aussi curieux, de mettre en avant l'expertise, d'être innovant dans la construction technique et donc d'être toujours aux pointes de la technique, puisque c'est vrai que ce qui caractérise aussi certains métiers de l'actuariat, c'est d'avoir des socles techniques et des fondamentaux solides. Et donc, après, fin 2014, j'ai eu la chance de rejoindre le groupe CNP Assurance, où je suis actuellement. Et j'ai commencé par prendre en charge le déploiement du programme Solvabilité 2. Donc, on était un peu plus de 2 ans avant l'entrée en vigueur de cette directive qui était discutée depuis maintenant près de 10 ans quand on revenait en arrière. Et donc, ça a été de la gestion de projet et de l'implémentation technique opérationnelle de ce programme au niveau du groupe CNP Assurance. Le groupe CNP Assurance, juste pour en dire un mot, c'est un groupe qui est principalement avec des activités en France, mais avec aussi une dimension internationale assez forte, présente dans un peu plus d'une dizaine de pays en Europe et en Amérique latine. Et peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard. Et en tant qu'actuaire, les fondamentaux techniques, du coup, sont essentiels pour le succès d'un tel programme. Euh, donc, important d'être solide sur ces fondamentaux réglementaires, mais aussi avoir une capacité à déployer des thématiques opérationnelles avec des outils qu'on construit, des processus qu'on imagine. Et puis, ça a été l'occasion aussi d'être en première ligne face à des auditeurs, expliquer et se justifier des choix techniques qui ont pu être effectués. Alors, les auditeurs, ça peut être des commissaires aux comptes, des auditeurs internes, des auditeurs externes. Ça peut être aussi les contrôleurs de la CPR qui ont la possibilité d'examiner les travaux d'implémentation qui sont réalisés ou les calculs qui sont maintenant effectués autour de Solva 2. Et puis, avec l'entrée en vigueur de Solvabilité 2 en 2016, j'ai pris la responsabilité du département prudentiel que je continue à assumer aujourd'hui. Et c'est un département qui, globalement, a pour mission de réaliser les travaux de production de Solvabilité 2, donc le pilier 1 qui est le calcul en fait de la solvabilité au niveau
du groupe. Et puis, le pilier 3, toutes les dimensions reporting, que ce soit au public ou à la CPR, qui est notre superviseur en France. Et donc, c'est un travail qui, du coup, se fait avec la collaboration des différentes filiales que compose le groupe, donc en Europe et en Amérique latine, et donc qui nécessite aussi de pouvoir dialoguer, notamment en anglais, avec nos homologues à l'étranger. Et donc, ce département est composé aussi d'une vingtaine de collaborateurs. Donc, on organise les travaux. C'est des compétences aussi managériales qu'il faut progressivement intégrer, faire en sorte que on respecte nos délais et que tout ça se fasse dans une saine collaboration au sein de l'entreprise. Et puis peut-être pour finir, plus récemment, donc c'est l'actualité aussi du groupe CNP Assurance. Il y a eu un changement d'actionnariat il y a bientôt un an avec la Banque Postale, qui était un de nos actionnaires minoritaires, qui est devenu un actionnaire majoritaire. Et donc, ce changement donne lieu à un rapprochement entre nos deux groupes, un rapprochement entre l'assurance et la banque. Et à cette occasion, on m'a confié la coordination de l'intégration de la gestion des risques entre nos deux établissements. Et donc, qu'est-ce que ça recoupe? C'est d'essayer de travailler entre les assureurs et les banquiers, donc de part et d'autre, entre CNP et la Banque Postale, à déployer des méthodes et des outils communs pour avoir une vue intégrée de nos risques au niveau du groupe LBP et CNP. Et c'est des éléments qui seront aussi importants pour le superviseur de la banque, qui est la Banque centrale européenne. Donc, c'est des compétences nouvelles auxquelles il faut faire appel. Donc, cadrer les travaux, organiser les travaux, mobiliser les différentes équipes qui contribuent de manière active à ce projet qui va s'étaler sur à peu près 2 ans. Donc voilà à peu près pour mon expérience, mon parcours. J'ai essayé de résumer. Donc 10 ans, ça passe très vite. En tout cas, c'est une diversité des possibilités que pour l'instant, j'ai eu la chance d'explorer. En tout cas, j'aurai plaisir à répondre à vos questions en fin de conférence. Et puis, je redonne la parole à Ayoub. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Stéphane Lemaire. Du coup, maintenant, après Stéphane, on va passer à Madame Stéphanie Pelletier. Très bien. Donc, bonsoir. Donc, je suis responsable de la direction de l'actuariat pour Allianz France et titulaire de la fonction clé. Alors, moi, je suis une actuaire ISFA 1996. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à vous résumer tout ça en 10 minutes. Donc, mon parcours ressemble un petit peu, en tout cas au démarrage, à celui de Stéphane Lemaire, puisque j'ai commencé chez un Big Four. Alors, à l'époque, c'était les Big Six, puisque j'ai rejoint Ernst & Young, qui, à l'époque, développait son département actuariat. Donc, j'ai eu la chance de participer à la construction d'un département actuariat au sein d'un grand cabinet international, puisque j'ai été la deuxième recrutée en tant que junior, et nous sommes restés 2-3 pendant 2 ou 3 ans avant de grossir petit à petit. Et alors, donc le terme start-up n'existait pas, mais c'était quand même un petit peu une aventure de ce type-là, puisqu'on a monté les propositions de services, les maquettes commerciales, il y avait une stratégie de développement de la clientèle, etc., etc. Et donc, moi, j'étais plutôt spécialiste des engagements de retraite et de prévoyance. Et c'est un volet de l'actuariat vie ou assurance de personnes qui n'a pas été encore abordé. C'est-à-dire que j'étais spécialisée dans l'évaluation pour les sociétés industrielles et commerciales de leur régime de retraite et de tous les avantages aux salariés. Donc, ça peut être les médailles du travail, les indemnités de fin de carrière, les régimes de retraite chapeau.
Et dans ces missions-là, j'avais aussi faire des reconstitutions de carrière pour des expatriés afin de garantir que lorsqu'ils allaient revenir en France, ils auraient les mêmes droits à la retraite. Donc, il y avait quelques simulations actuarielles intéressantes, des comparaisons de régimes de sécurité sociale d'un pays à l'autre. Ou des appels d'offres où j'accompagnais des clients, donc des sociétés industrielles et commerciales, dans leur choix de contrat d'assurance pour leurs salariés. Alors, c'était ma spécialité, mais j'ai pris part à toutes sortes de missions, de calcul d'embedded value, puisque c'était au début des années 2000, c'était l'ancêtre de Solva 2 et ce concept était en plein essor. Mais également des missions d'actuariat IARD j'ai développé un petit modèle de réassurance ou des extrapolations de triangles selon Chain-Leader, etc., etc. Donc une expérience assez large. J'ai choisi en 2003, donc je suis quand même restée 6 ans et demi dans le conseil. Je suis assez fière de ce score, puisque la longévité dans le conseil, on pourra revenir plus tard dans les questions sur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Mais donc 6 ans et demi, je suis assez fière de moi. Donc en 2003, notamment pour des questions d'équilibre de vie, j'ai choisi de rejoindre le groupe Allianz. Alors à l'époque, j'ai rejoint AGF, filiale française du groupe Allianz. Donc j'ai basculé de cette spécialité d'engagement de retraite et de prévoyance au monde de l'assureur classique, et j'ai rejoint les équipes vie individuelle, donc les produits d'épargne. Et je suis rentrée en tant que... donc j'avais des missions de contrôle de gestion et on va dire chef de projet. Alors à l'époque, on parlait animer de façon transverse et pluridisciplinaire les équipes actuarielles. Mais c'était ça l'idée qui était derrière, c'était d'avoir une dimension un petit peu de change management et de gestion de projet dans les équipes. Et en fait, j'ai commencé à ce moment-là mon parcours qui se caractérise par une alternance entre des missions de production et des missions de gestion de projet ou de transformation. Donc, j'ai réalisé ces missions de gestion de projet avec notamment une très grosse contribution sur un projet de changement de système d'information où il fallait revérifier tous les paramétrages des produits dans le nouveau système d'information et de temps en temps proposer des simplifications ou des arbitrages, donc avec une étude actuarielle à la clé à chaque fois. Au bout de je ne sais plus, 4 ou 5 ans, donc j'ai basculé sur des missions de production, comme je le disais, cette alternance, où j'ai pris la responsabilité des travaux prospectifs. Alors, c'était quoi? C'était les calculs d'embedded value, les calculs de conversion, donc c'était les US GAAP, mais pour IFRS 4. Donc, tous les travaux de modélisation. Donc, à nouveau, l'ancêtre de Solva 2 et d'IFRS 17. Voilà, donc là, mon périmètre s'est élargi petit à petit de la vie individuelle à la vie individuelle et les collectives et les partenariats et la santé et la prévoyance santé. Donc voilà, et je suis devenue Deputy Chief Actuary for Life and Health en 2011. J'ai rebasculé sur des missions de transformation en 2014 où j'ai pris la direction de la transformation finance. Donc là, j'ai retrouvé un positionnement de consultant, mais en interne dans l'entreprise, et c'était du conseil en stratégie. Donc là, j'ai appris la modélisation des processus de manière à aller chercher l'efficacité opérationnelle, des économies de coûts de production, l'animation de la transformation, le change management dans les équipes. Et j'ai notamment lancé le programme de convergence vers IFRS 9 et IFRS 17 qui a commencé en 2016 au sein d'Allianz. J'ai pris la responsabilité de la fonction clé audit, donc audit interne
ensuite. Donc ça, c'était une tentative de sortie du monde de la finance et du monde de l'actuariat. Et puis, je me suis fait rattraper par la patrouille et j'ai pris en 2019 le rôle de Chief Actuary pour Allianz France. Donc, je reviens sur des missions de production. De l'ensemble de ce parcours, donc vous voyez, en alternant production et change management, aujourd'hui, je me définis comme une actuaire généraliste, c'est-à-dire que je ne suis experte dans aucun des domaines que j'ai décrits précédemment. Je les connais très bien, hein, je vous rassure, mais j'ai besoin d'experts dans mes équipes. En revanche, je suis capable de manager toutes sortes d'équipes ayant attrait à ces problématiques, que ce soit sur des projets d'intelligence artificielle dans les équipes data, que ce soit des projets de transformation sur des équipes de reserving, que ce soit un projet comptable comme la convergence vers IFRS 17, des projets de capital management. Je peux participer, prendre part de temps en temps à des missions de type due diligence lorsque des dossiers vont être présentés dans les équipes de la stratégie. En tant que fonction clé, j'interviens avec les autres fonctions clés plutôt sur des sujets de gouvernance. Évidemment, il y a des sujets actifs-passifs dans les sujets de modélisation vie, etc., etc. Donc, ce que je veux illustrer par là, c'est le caractère pluridisciplinaire du métier d'actuaire, de la fonction actuarielle. Et ce que je voudrais vous faire passer comme message, c'est que dans vos choix de carrière, finalement, ce qui compte, c'est de choisir ce qui va développer votre expertise, développer vos compétences. Et il ne faut pas hésiter à investir dans ces apprentissages. Et finalement, le passage d'un poste à un autre complète cette panel de disciplines qui compose le profil d'un actuaire. Et donc, il ne faut pas hésiter à investir, à prendre du temps sur chacun des postes. Finalement, ce qui compte, c'est la démarche actuarielle, la compréhension actuarielle, mais elle se transpose dans énormément de domaines. Et finalement, une question dans le cadre d'un contrôle fiscal, par exemple, peut nécessiter une logique actuarielle et des calculs avec une modélisation spécifique, alors qu'on n'aurait pas forcément pensé à cela au premier abord. Voilà. Dans les autres choix structurants, il y a aussi, est-ce que vous voulez être un hyper expert reconnu sur un sujet bien spécifique sur le marché, ou est-ce que vous préférez avoir une vision plus globale de bout en bout? Est-ce que vous voulez être expert ou est-ce que vous voulez être manager? Voilà, ce sont des questions qui peuvent venir à un moment ou à un autre. Mais en tout cas, en début de carrière, il faut investir dans l'acquisition de compétences. Et finalement, je crois que les périodes où j'ai le plus acquis de compétences, c'était à partir de la troisième année en poste, troisième, quatrième année dans mes postes, puisque c'est le moment où vous maîtrisez suffisamment pour aller gratter un peu plus loin les sujets, prendre le temps d'aller au-delà du simple contour de votre poste. Et c'est là où l'acquisition de compétences est la plus forte. Donc, je trouve que c'est ce passage-là, ce moment-là sur les postes qui sont les plus intéressants. Voilà ce que je peux vous dire de mon parcours. Je n'ai aucune idée du temps que j'ai pu mobiliser. Donc, j'espère que je n'ai pas dépassé les 10 minutes. Et puis, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Bien, merci beaucoup. On va passer à l'intervenant suivant, donc M. Faustin Moinet. Je lui laisse la parole. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Faustin Moinet, je suis consultant au sein du cabinet Galéa depuis maintenant plus de 3 ans. J'ai une expérience bien moindre par rapport aux autres intervenants actuaires ici présents, mais je vais tenter de vous décrire mon parcours académique.
avant de vous parler de quelques missions que j'ai pu réaliser pour un jeune actuaire. Donc, en ce qui concerne mon parcours académique, donc après un baccalauréat scientifique, j'ai intégré une classe préparatoire, mais pour les écoles de commerce et non pas une classe préparatoire mathématique. Donc, je souhaitais continuer les mathématiques et voir un éventail de matières assez diversifiées. Donc, après ces 2 années de classe préparatoire, je n'ai pas intégré d'école de commerce. J'avais d'une part pas eu les écoles que je désirais et d'autre part, pardon, j'ai enlevé ma caméra, a priori c'était figé. Dites-moi si au niveau du son tout va bien. Donc je souhaitais en fait continuer. J'avais d'une part envie, j'avais pas eu les écoles que je désirais, d'autre part, je me voyais bien continuer mes études plutôt du côté des mathématiques et statistiques. J'ai rejoint l'école d'économie de Toulouse, aussi appelée TSE, pour y suivre des études d'économie et de statistique. Ces années d'études m'ont permis de faire mûrir mon projet professionnel et de candidater en admission sur titre aux écoles d'actuariat et ainsi de rejoindre l'ISUP. J'ai été diplômé en 2017, filière actuariat, et j'ai obtenu en parallèle le titre d'actuaire après une alternance au sein du groupe Generali, au bureau d'études techniques retraite. J'ai travaillé sur des sujets de retraite supplémentaire et notamment sur la nouvelle réglementation des FRPS. À l'issue de cette alternance, j'ai rejoint le cabinet Galéa au sein du pôle assurance. J'interviens majoritairement pour des sociétés d'assurance, mutuelles et caisses de retraite. En effet, notre cabinet est composé de 2 grands pôles. Il y a un pôle assurance et un pôle protection sociale. Au sein du pôle assurance, nos clients sont des organismes assureurs, alors que pour le pôle protection sociale, ce sont des entreprises non assurantielles qui font appel à nos services. Pour expliquer le métier de consultant en actuariat, on pourrait aussi décrire les 2 types de missions que nous avons. Nous avons des missions en régie, donc on intervient souvent directement chez le client pour accompagner les équipes en place sur des sujets définis. On a également des missions au forfait, où là, on intervient sur une problématique spécifique de manière plus autonome et souvent selon un cahier des charges défini à l'avance. Et ce deuxième type de mission peut souvent se réaliser à distance depuis notre cabinet de conseil. Donc, ces missions font appel à différents degrés d'autonomie sur les travaux à mener. Souvent, pour les missions en régie, en tant que consultant, nous échangeons directement au quotidien avec le client, alors que pour les missions au forfait, c'est avec notre manager, donc au sein de Galéa, que nous communiquons fréquemment. Et c'est plutôt lors de réunions d'avancement que nous sommes en contact avec le client. Sinon, les missions peuvent également être réparties en 2 catégories. Il y a des missions pour des acteurs de très grande taille, où là, l'actuaire conseil interviendra sur des sujets très précis, et celles pour des structures de taille plus modeste, où l'actuaire pourra avoir une vision d'ensemble des activités de la structure. Concernant les missions d'assurance vie, on accompagne les clients sur des sujets divers, l'épargne, retraite, la santé, la prévoyance. Je vais prendre un exemple de plusieurs missions. Une mission réglementaire, une mission en inventaire suivi de produits et une mission sur la conception de nouveaux produits. Et je vais essayer de mettre en avant les qualités et compétences que chacune des missions nécessite. Nous accompagnons des organismes qui veulent créer des FRPS. Donc, les FRPS, ce sont des fonds de retraite professionnels supplémentaires. En effet, actuellement, les produits de retraite supplémentaires sont par défaut soumis à la réglementation Solvabilité 2. C'est-à-dire qu'en face du risque pris par les assureurs sur ces produits, ils doivent disposer de fonds propres suffisants calculés selon la norme Solvabilité 2. Sous la norme des FRPS, les règles de calcul sont différentes et tiennent compte dans une certaine mesure des spécificités des produits retraite qui sont des produits à duration longue. Certains acteurs peuvent avoir intérêt à créer ces structures dédiées pour y loger leurs produits de retraite supplémentaires. Donc, dans ce cas, nous les accompagnons pour étudier l'opportunité de ces nouveaux dispositifs, leur mise en place et le suivi de ces structures. Donc, cette mission va nécessiter une connaissance juridique des normes. Et en tant qu'actuaire, il est important de se tenir informé de toutes les évolutions réglementaires qui peuvent avoir lieu. Un autre exemple de mission que j'ai sélectionné est une mission en santé. On accompagne des mutuelles sur leur gestion des risques.
Donc, par exemple, on va étudier leurs produits et à travers des ratios tels que, on appelle ça les P sur C, donc les prestations sur les cotisations, on essaye de voir si les structures sont équilibrées, c'est-à-dire si elles reçoivent suffisamment de cotisations face aux prestations auxquelles elles doivent faire face. Il y a également des évolutions réglementaires, là aussi avec la réglementation 100% santé qui est en vigueur depuis peu de temps et de manière progressive, où là on peut voir des comportements de consommation qui évoluent et qui impliquent une perturbation dans les cadences de règlement des mutuelles. Et donc on les accompagne face à ces évolutions pour qu'elles puissent gérer au mieux leurs risques. Donc ce type de mission peut nécessiter d'avoir plusieurs qualités. Il faut savoir présenter, synthétiser les résultats à différents publics. Nous pouvons échanger avec différents services, la comptabilité, la gestion, mais aussi la direction. Et il faut savoir répondre aux exigences de chacune de ces fonctions et se mettre le plus souvent possible à leur place pour répondre de manière adaptée et pertinente à leurs problématiques. Une autre mission que j'ai voulu présenter, c'est une mission pour une société d'assurance qui a décidé, qui se posait la question sur l'opportunité de créer un nouveau produit d'assurance vie. Donc là, dans ce contexte, c'était un produit Eurocroissance. Et donc cette mission a nécessité de mettre en place des outils de simulation. Donc le métier d'actuaire, dans plein d'autres missions, nécessite un attrait pour l'informatique, la programmation et la manipulation des outils statistiques. Également, il y a souvent des appels à des notions financières et encore plus en épargne, en assurance vie, où la partie actif est analysée de près. Voilà pour la présentation. Je vais laisser la parole à l'interlocuteur suivant et je reste à votre disposition tout à l'heure pour toute éventuelle question. J'espère que ça n'a pas trop coupé et que vous m'avez bien entendu. Oui, très bien. Merci beaucoup. On va passer à la dernière intervenante pour boucler la boucle. Donc, Madame Pascale Quenel. Vous m'entendez? Donc, je vais reprendre un peu le plan des autres intervenants. Donc, moi, je suis arrivée dans l'actuariat par... en fait, j'ai fait des classes préparatoires scientifiques et je suis rentrée à l'ISFA et je suis devenue actuaire en 91 à 23 ans. Et donc, je suis rentrée, moi, pas chez Deloitte, pas chez Ernst & Young, mais chez Pricewaterhouse. Donc, il y a des similitudes dans nos parcours, je trouve. En 91, donc j'ai commencé par travailler sur un modèle de gestion active-passive sur un contrat d'assurance vie. À l'époque, c'était en Qt Basic qu'on développait ça. En tant que jeune actuaire, j'ai eu le premier PC portable de Pricewaterhouse. C'était très lourd à l'époque. Et puis, j'y suis restée. Donc là, j'ai participé à des missions de conseil en actuariat, des missions d'audit aussi. Ça m'a intéressée de voir un petit peu ce qu'on pouvait faire dans d'autres entreprises. Donc, j'ai fait des... Et puis, au bout de 4 ans, je suis rentrée chez mon principal client qui était le groupe AXA, un peu spontanément en fait. Et donc, au groupe AXA, je suis arrivée au niveau du groupe au moment où le groupe se constituait, donc au moment des fusions-acquisitions. Donc, quand je suis arrivée, le groupe venait d'acheter sa filiale aux États-Unis, Equitable. Et quand j'ai quitté le groupe, c'était après le rapprochement avec l'UAP. Donc, j'ai travaillé sur tous ces projets de fusion-acquisition de sociétés qui m'ont fait voyager aux États-Unis beaucoup, en Angleterre beaucoup, et en Europe et même jusqu'en Australie. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des actuaires anglais, américains, belges
Et j'ai pu constater qu'on parlait le même langage, on utilise les mêmes signes, les mêmes sigles. Enfin, il y a une bonne collaboration entre les différents actuaires. Ensuite, après être au groupe du AXA, je suis rentrée chez la filiale de réassurance qui s'appelait AXA Ré. Et c'est là que je me suis spécialisée en assurance de personnes. Donc, je suis rentrée chez AXA Révie comme responsable technique et j'ai découvert le monde de la réassurance qui, qui a été une très belle expérience en fait, en termes de relations avec les cédantes en fait, et que je trouve très proche du monde du conseil où je suis aujourd'hui. Ensuite, pour des raisons purement personnelles, j'ai rejoint la GPM qui a la particularité d'être l'assureur mutualiste des militaires, spécialisé en prévoyance et en assurance vie, et dont le siège social est à Toulon. Donc en fait, mon élément principal de motivation, j'ose le dire, c'était d'habiter dans le midi de la France, où j'ai passé une grande partie de mon enfance. Et donc, je suis arrivée à la GPM et là, j'ai découvert en fait le métier de l'assureur, proprement dit, c'est-à-dire recevoir des primes et régler des sinistres. Donc, je suis arrivée responsable de division. J'ai découvert le vrai management, hein, manager des personnes qui ne sont pas actuaires. Et puis, après, j'ai eu une carrière un peu progressive et j'étais directeur des assurances où j'avais toujours des sujets d'actuariat, de conception de produits, de construction de partenariats stratégiques. Et en 2013, j'ai rejoint le groupe Forside, donc où je suis donc depuis bientôt 8 ans. Et où j'accompagne des clients sur des sujets d'actuariat. Et j'ai retrouvé aussi, sans le savoir, sans trop réfléchir en fait, dans le conseil, au sein du groupe Forside, j'ai retrouvé la même logique que celle que j'avais quand j'étais au sein de l'entité de réassurance d'AXA Ré. C'est-à-dire que vous avez un client, alors en réassurance, le client c'est une cédante qui vient vous voir et qui a une problématique. Alors la problématique, elle peut être de concevoir une nouvelle ligne de produits pour répondre à une problématique commerciale. Elle peut être financière, construire un modèle pour mieux cerner un risque, pour mieux mesurer le risque, pour anticiper, pour répondre à une contrainte réglementaire. Et en tant que consultant, vous êtes là pour répondre à ce besoin-là. Et en tant que réassureur, vous êtes là pour répondre aux besoins de la cédante qui a besoin de financement, qui a besoin de mieux comprendre un risque. Et voilà, donc au sein du cabinet Forside, on est environ 80 consultants en France. On a des entités au Luxembourg, en Belgique, au Maroc. On a aussi une entité qui est spécialisée dans la mise en place de sujets de conformité, un partenariat en formation. J'oublie sans doute des choses, mais en fait, on a un groupe avec plusieurs entités. Donc, moi, je suis au sein de Forside France et on s'occupe principalement de problématiques actuarielles et assurantielles. Et voilà. Et bon, après, mon secteur d'activité privilégié où j'ai le plus d'expertise, c'est plutôt la prévoyance et la santé. Et, mais je peux intervenir sur différents sujets. Voilà. J'essaie d'être courte. Très bien. Bah, maintenant qu'on est passé à la présentation de nos 4 intervenants du soir, on va passer à une séance de questions-réponses.
Donc, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Si possible, essayez de mentionner à qui est-ce que la question s'adresse. Et on va commencer tout de suite avec la première question qui est intervenue lors de la présentation de Monsieur le maire. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la norme IFRS 17 et quelle est la différence entre la norme IFRS 17 et Solva 2? Alors, c'est une question où je vais essayer d'y répondre en 15 secondes et très certainement que d'autres le feraient bien mieux que moi. Alors, solvabilité 2, l'objectif, c'est d'évaluer la solidité d'une entreprise, la robustesse. Est-ce qu'elle a suffisamment de fonds propres pour faire face aux risques qu'elle prend? La norme IFRS, c'est une norme comptable qui vise à apprécier la performance sur un exercice de l'entreprise. Donc, on a un côté Solvabilité 2 qui est une norme prudentielle et IFRS 17 qui est une norme comptable pour évaluer une performance financière. Très bien. Alors, la deuxième question, est-il possible que Python, par le biais du machine learning et du deep learning, surpasse totalement R dans les prochaines années? Alors, question, je peux ouais. intervenir. Ça va dépendre des choix informatiques de chaque compagnie. Python, en termes de sécurité, moi, je considère que c'est à peu près aussi safe ou aussi risqué qu'une macro dans une feuille Excel. Et donc, il faut savoir qu'en termes de contrôle et de gouvernance et de piste d'audit, une macro dans une feuille Excel, c'est un cauchemar. Ça nécessite d'avoir une documentation à jour à côté, un dispositif de contrôle, voilà, une gouvernance de versionning de cette macro dans une feuille Excel. Donc, Python est très ouvert, donc comme une feuille Excel, mais en plus, Python permet d'accéder aux API des autres applications des systèmes. Donc, en fait, ça veut dire qu'un actuaire pourrait dérégler, je ne sais pas moi, une plateforme comptable parce qu'en allant taper dans l'API pour chercher une information, pour faire une requête, il mobiliserait toute la bande passante. Donc, en plus, il y a des risques informatiques derrière. Donc, pour le moment, on est plutôt sur de l'expérimentation, des sujets spot. Ça se généralise petit à petit, mais du coup, les entreprises structurent une gouvernance, des rôles et responsabilités, des règles de sécurité, etc., etc. Donc, Python est un peu trop souvent présenté comme un outil magique. Je pense qu'on va se faire rattraper par tous ces sujets de sécurité et de gouvernance. Est-ce que ça remplacera R? J'ai envie de dire, est-ce que ça remplacera SAS? Enfin, on peut pas, on a des tonnes de programmes sous SAS ou des tonnes de macros sous Excel actuellement en place. Ça coûte très cher de les rebasculer sous Python juste parce que on pense que le programme est meilleur. Donc, ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Ok, très bien. Alors, une question un peu plus générale. Est-il facile en actuariat de passer d'une branche à une autre, par exemple, de passer de l'IRD à de l'assurance vie? Non. Alors, moi, je vais peut-être... Vas-y, Pascal. Vous avez coupé votre micro. Ah, Madame Canel, vous avez coupé votre micro, on ne vous entend pas. Vous avez coupé votre micro, on ne vous entend pas. Pardon, vous m'entendez? Vous m'entendez là? C'est bon. C'est bon? Oui. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'avais pas trop réfléchi, je me suis un peu laissée guider. Donc, spontanément, au départ, j'ai fait beaucoup d'assurance vie chez AXA, chez AXA-Re. Chez AXA-Re, j'ai découvert la prévoyance et la santé. Je suis arrivée par la prévoyance et la santé à la GPM. Et puis,
soudain, à un moment donné, on m'a donné la responsabilité d'une équipe plus grande, la direction des assurances. Et dans la direction des assurances, il y avait de la non-vie. Et j'ai découvert le monde de la non-vie. Et avec un a priori pas forcément très positif. Et en fait, c'est très intéressant, la non-vie, parce que c'est très technique. On travaille avec des juristes d'assurance et avoir un bon juriste d'assurance comme interlocuteur quand on est actuaire, c'est un vrai enrichissement. Et ben oui, ça arrive de passer c'est assez facile si on sait saisir les opportunités. Et, par contre, avoir comment dire, un plan de carrière prédéfini, je pense que là, ça devient difficile, quoi. De se dire à un moment donné, demain, dans un an, je fais de la non-vie alors que je fais de la vie depuis 4 ans, c'est pas forcément. Je pense qu'il faut se laisser il faut des passerelles. Ouais, c'est ça. Il faut saisir des opportunités de passerelles qui peuvent se présenter, mais effectivement, on ne bascule pas de l'un à l'autre du jour au lendemain, puisque ça veut dire quand même à nouveau de réinvestir dans des compétences et une expérience, donc repartir peut-être pas de zéro, mais voilà. Alors, il y a des similitudes entre la prévoyance santé et la non-vie. Il peut y avoir des éléments financiers sur certaines branches longues en non-vie. Donc, c'est possible de basculer de l'un à l'autre, mais ça ne se décrète pas. C'est au gré des opportunités et éventuellement, ça se prépare. Oui, en faisant travailler son réseau. Quand j'ai eu la responsabilité donc, des branches non-vie, auto, MRH et autres, j'ai eu une formation assez solide. On a accompagné, enfin l'entreprise a accompagné ça par une formation assez solide, continue sur 6 mois, avec, parce qu'encore une fois, la non-vie, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de conventions donc, qui participent à la rentabilité, qui participent à la solvabilité. C'est difficile de passer spontanément de l'un à l'autre, mais c'est possible. Très bien. Alors, la question suivante, elle s'adresse à Monsieur le maire. C'est une question que je pense que beaucoup d'étudiants en école d'actuariat se posent. Comment s'est passée la rédaction de votre mémoire dans un Big Four? Avez-vous eu suffisamment de temps pour le préparer? Écoutez, très bien, très bien, très bien. Et est-ce que j'ai eu suffisamment de temps? Oui, bien entendu. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir ce temps-là. Et puis, je vais peut-être même élargir la question avec les mémoires que j'ai pu encadrer quand j'étais en conseil en Big Four. Ou en tout cas tous, donc il y en avait 4 ou 5, on se sont conclus avec succès, avec de très belles notes à la fin de leur mémoire. Bien entendu, un mémoire, ça se prépare, ça se travaille, mais en tout cas, là où j'ai pu exercer, j'ai eu la chance d'avoir personnellement le temps pour le faire. Et puis, les mémoires que j'ai pu encadrer, c'était également le cas. Très bien. Alors, une question pour Faustin Moignet. Quels sont les impacts du Covid sur l'assurance vie et plus particulièrement sur les missions que vous menez au sein de Galéa? Alors, globalement, en fait, donc l'impact du Covid impacte tous les, enfin, impacte de manière déjà les portefeuilles des assureurs sur la partie actif de par la baisse par exemple, la baisse des marchés actions qui a eu lieu lors de cette crise sanitaire. Donc, ça a un impact forcément sur cette partie-là. Et sur la partie passif, ça dépend de la nature des produits. On pourrait voir pour un produit retraite, penser qu'il y a une mortalité qui est peut-être plus importante et donc qui est moins de rente versée et donc des bénéfices techniques de ce point de vue-là. Après, ça ne s'est pas forcément matérialisé. Mais globalement, les organismes, c'est vrai que face à cette crise sanitaire un peu sans précédent récent,
ont réalisé beaucoup d'études d'impact, notamment en santé, pour voir comment les prestations santé se comportaient. On a vu finalement une baisse pour certains acteurs de la consommation santé du fait du confinement et de soins qui étaient reportés. Donc voilà, il y a beaucoup d'études à mener liées à cette crise sanitaire et des enseignements à retenir pour le futur pour améliorer toujours plus la gestion des risques des acteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si ça Ouais, vous va. très bien. Alors là, il y a une question qui s'adresse à vous quatre. Vous avez comme point commun dans votre parcours d'avoir commencé en conseil. Et donc la question, c'est est-il primordial de commencer et de passer par l'étape conseil afin d'arriver à un poste à responsabilité? Souvent, ce que je dis, c'est que passer dans le conseil, c'est un peu comme faire une classe préparatoire. C'est pas obligatoire, mais ça forme et ça accélère. Donc tout dépend de son. C'est comme le choix entre classe prépa et la fac, quoi. Ça peut conduire au même métier, aux mêmes formations, mais on n'y consacre pas la même énergie et pas le même temps. Très bien. Alors là, on a une question. Quel est l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle lorsqu'on est actuaire? C'est moi qui prends. Ouais. Si tu veux, je pourrais compléter. Oui. Alors, ça dépend de soi. Mm. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de consacrer à son travail. Mais je pense que c'est important, mais c'est dans la vie en général, hein, d'avoir un équilibre. Je crois que c'est ce qu'on apprend en management, en fait, qui a le social, la famille, le travail. Et puis, on a le barycentre qui, suivant les périodes, il est un peu plus attiré vers le travail, un peu plus vers la famille, un peu plus vers la vie sociale. Et ça dépend dans le cadre de la vie. Et puis, il y a une interaction entre les forces et c'est ça qui donne son équilibre. Mais je crois que c'est tout à fait possible quand on est actuaire d'avoir une vie équilibrée, mais comme dans tous les métiers, et ça dépend essentiellement de soi et de ce qu'on veut faire. Alors, je suis complètement d'accord. Il faut se connaître soi-même pour pouvoir répondre à cette question et fixer la limite. L'élément d'éclairage que je pourrais apporter, c'est que on n'a pas forcément toujours le même besoin d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle en fonction de l'instant où on est dans sa vie. Il y a certains métiers, certains rôles, certaines missions d'actuaires qui sont plus exigeants, par exemple, en termes d'urgence. Quand vous êtes actuaire en lien direct sur la communication financière, eh bien, vous savez que tous les trimestres, quand les comptes sont publiés, vous allez être sollicité en urgence à la dernière minute sur des questions très, très pointues. Donc, ces jours-là, ce n'est pas vous qui irez chercher les enfants à l'école. Et donc, la question, c'est voilà, ce rapport d'urgence qui va forcément empiéter sur la vie personnelle. Quel est votre quote-part acceptable en fonction du moment où vous êtes dans votre vie? Très bien. Alors la question suivante, le Si je peux poste. compléter, j'avais une collègue qui disait il faut être sûr des souhaits que l'on souhaite. C'est joli. Et je crois que c'est très vrai. Ok. Alors, ensuite, on va passer à la question suivante. Y a-t-il un poste d'actuaire tarification en assurance vie comme il en existe en assurance IRD? C'est pas comparable. On est sur des modèles de rentabilité avec des projections de cash flow et moins sur des problématiques statistiques. Donc, c'est pas tout à fait comparable. Et après, les sujets statistiques apparaissent dans la modélisation du comportement des assurés.
Mais le point de départ, c'est quand même un modèle de rentabilité avec une modélisation des passifs d'assurance, les enjeux actifs-passifs qu'on évoquait précédemment. Très bien. Une question pour Faustin Moinet. Pourquoi les assurances font-elles appel à des cabinets de conseil alors qu'elles possèdent elles-mêmes des actuaires? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir un besoin ponctuel de renfort d'équipe. Ça peut être lié à une surcharge de travail qui est liée à une évolution réglementaire, à un arrêt maladie, enfin beaucoup de raisons qui font que à l'instant T, il y a un besoin de renfort sur des équipes. Après, il peut aussi y avoir des missions où en interne, il n'y a pas forcément la compétence sur un sujet précis, où il y a un besoin d'un avis extérieur sur une problématique, et où là, le cabinet de conseil peut intervenir pour accompagner la réflexion et essayer de proposer les solutions adéquates aux clients. Alors, la question suivante, c'est une question qui est un peu plus technique. Est-ce que le logiciel Prophet est utilisé en France et dans quelle proportion? Donc, je pense que c'est une question d'ALM, donc je pense que c'est pour Monsieur le maire. Alors, je vais tenter de la prendre sans avoir forcément une réponse très précise à apporter. En tout cas, il est utilisé en France à ma connaissance. Donc, c'est une des solutions qui existent. Il y en a d'autres aussi. Mais plusieurs groupes l'utilisent en France et visiblement avec succès. Alors, la question suivante, je pense que ça vous concerne un peu tous. Est-ce que l'assurance IRD est un secteur qui est plus porteur que l'assurance vie? Je ne pense pas qu'on puisse donner une réponse définie sur ce type de sujet. Après, c'est difficile de prédire l'avenir. On essaye au mieux, mais ces deux types de produits qui ont leur place. Comme ça a été évoqué en assurance vie, il y a des évolutions récentes avec des produits qui essayent de s'adapter au contexte de taux bas, avec les nouveaux PER, des nouveaux produits recroissance. Et en assurance non-vie, il y a d'autres sujets problématiques qui émergent aussi où je suis moins au fait, mais je pense que c'est deux domaines qui ont toute leur place et qui ne sont pas forcément à opposer. Alors, la question suivante, comment s'est passée la montée en responsabilité dans vos carrières et quels sont les conseils pour y parvenir? La montée en responsabilité, c'est-à-dire le fait de passer manager, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors moi, en général, le conseil que je donne, c'est de lire un petit fascicule de management qui s'appelle « Je suis le nouveau chef », qui est tout petit et qui contient les éléments basiques pour devenir manager. Mais en général, la manière dont ça se passe, c'est qu'on s'entraîne en prenant un stagiaire, un alternant, puis on est référent dans l'équipe, puis on manage un projet en transverse, et donc petit à petit, on commence à développer une forme d'appétence à l'animation d'une équipe. Donc ça se fait assez naturellement. Très bien. Alors, on a une question qui est d'actualité. Pour les nouvelles souscriptions, comment prenez-vous en compte l'impact de la Covid sur l'étape de mortalité? Alors, je crois que ça a été dit, l'impact de la Covid sur l'étape de mortalité n'est pas forcément visible. Ça dépend des populations. La surmortalité, elle est plutôt sur la fin de la table. Si on assure des populations qui sont actives, on n'a pas observé de surmortalité. À l'inverse, on a plutôt une sous-mortalité parce qu'il y a eu moins d'accidents de la route, etc., etc. Donc, ça dépend du portefeuille sur lequel on fait un tarif. Et moi, je voudrais rajouter que l'enseignement de la pandémie en tant qu'actuaire, c'est que le risque pandémique, c'était un risque qu'on avait classé dans la vie en Solva 2.
Et en fait, on s'aperçoit que le principal impact de la pandémie, c'est en property casualty. C'est-à-dire, c'est le risque économique, en fait. Et ça, on ne l'avait pas du tout modélisé. Tout à fait. Donc, finalement, ce que vont devenir nos tables, comment vont se déformer nos tables de mortalité, et ben, on se rend compte que ça a un impact relativement faible. Et que ce n'est pas important, ce n'est pas là qu'est l'enjeu. L'enjeu, il est dans l'impact sur les actifs. L'enjeu, il est dans l'impact sur l'activité en général. C'est-à-dire que demain, on arrivera dans certaines structures, le risque principal, c'est de ne pas réussir à recouvrer la prime, puisque le souscripteur ne sera plus solvable à cause de la crise économique. Et je pense que c'est le principal enseignement, c'est qu'en fait, on s'est trompé dans notre modèle. On a mis le risque pandémique en vie, et en fait, le risque pandémique, c'est un risque, c'est non-life. C'est pas là qu'il fallait le mettre. Ok. Alors, question suivante. Avec le recul, quels sont les conseils que vous auriez à donner à de jeunes actuaires, qu'ils soient diplômés ou en stage? Alors moi, je peux vous donner le conseil que je donne aux jeunes qui rejoignent mes équipes. Je commence par leur dire de lire des contrats d'assurance parce que il faut rester très ancré dans la réalité. Donc, ça me semble le minimum, quelle que soit la branche d'activité sur laquelle vous exercez votre rôle d'actuaire, de savoir de quoi on parle. Donc, lire un contrat d'assurance, aller poser des questions en gestion. Comment ça marche, comment le client est traité dans les différents moments, dans les différentes étapes de son contrat. Ça, c'est pour moi un point essentiel. Et puis, ensuite, il faut toujours se dire à quoi sert le chiffre que je sors, à quoi va-t-il servir? Et du coup, est-ce que j'ai suffisamment expliqué comment je l'avais construit pour que la personne qui va se servir de mon chiffre ne prenne pas une mauvaise décision? Ok, très bien. Alors, on a une question. Quelle est l'importance du titre d'actuaire? Quelle est l'importance du réseau professionnel? Et quelle est l'importance de la formation dans une carrière d'actuaire? Peut-être, Madame Canel, vous pouvez répondre parce qu'après, on a une question pour Faustin Moinet. C'est difficile à dire. Je pense que le titre d'actuaire est important. Moi, c'est ce que je dis à tous les consultants avec qui j'ai la chance de travailler, qui ont fait l'effort de terminer leurs études et qui ont du mal à terminer leur mémoire. C'est que c'est dommage de ne pas avoir le titre, voilà, c'est quand même un titre qui est très reconnu. J'avoue que sur le réseau professionnel, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai jamais, personnellement, ça n'a jamais été autant j'ai eu toujours l'objectif de travailler, de m'impliquer, de bien faire mon travail et d'y trouver de la satisfaction. Autant j'ai jamais trop réfléchi à construire un réseau professionnel. Parce que tu le fais naturellement, tu fais comme Jourdain. Ça m'a jamais manqué. Ça m'a jamais manqué. En fait, sur le titre, moi, je suis un peu... c'est important, hein, parce que sinon, on n'essaierait pas de l'avoir. Après, je connais des personnes qui n'ont pas le titre, qui ont des développements et des approches actuarielles excellentes. Voilà. Moi, ce que je retiens juste, c'est qu'à un moment donné dans sa carrière, on peut avoir l'impression de ne pas avoir besoin du titre. Et puis, plus tard, quand on voudra passer manager d'une grosse équipe, il faudra démontrer sur le papier, apporter des preuves que l'on a l'expertise technique. Et à ce moment-là, le titre, il aura une valeur auquel on ne pensait pas en début de carrière. Donc ça, c'est le premier point. Sur le réseau,
c'est plutôt une question, et ça c'est valable qu'on soit actuaire, comptable ou enfin, peu importe le métier, c'est pour gérer son employabilité dans le temps. Alors souvent, on travaille son réseau sans même s'en rendre compte. Parce que on entretient des relations interpersonnelles sympathiques, informelles avec un certain nombre de personnes autour de nous, et ça permet de se tenir au courant des nouvelles technologies actuarielles, des nouveaux outils disponibles sur le marché, des postes ouverts à droite et à gauche, etc., etc. Donc ça permet une certaine veille et peut-être même un peu d'innovation, parce que c'est en brainstormant avec son réseau de pairs actuaires que de nouvelles idées peuvent ressurgir. Après, je suis d'accord, ce n'est pas un objectif en soi, c'est un moyen. Un réseau, c'est un moyen. Peut-être si je me permets juste pour compléter sur cette question, est-ce que le titre d'actuaire est indispensable? Bien entendu que non, et ça a été déjà très bien expliqué. Après, c'est vrai il y a aussi quelques intérêts, notamment quand on a l'occasion de travailler à l'étranger. Tout de suite, on va dire, on peut avoir des équivalences plus facilement. On a la reconnaissance d'une compétence, là où des fois le nom de nos écoles et le nom de nos formations sont moins connus en tant que tels. Donc, c'est effectivement un passeport un peu plus simple pour l'étranger. En France, ça a déjà été expliqué. Après, l'autre intérêt, c'est aussi les ressources qu'offre là l'Institut des actuaires en tant que tel, que ce soit des conférences, du matériel pédagogique. Enfin, il y a une communauté d'actuaires qui travaillent ensemble. Et là, c'est aussi une manière d'être toujours au meilleur niveau technique, puisque la technicité, on en a un petit peu parlé, c'est ce qui conduit la plupart de nos expériences, et c'est aussi ce que l'on peut rechercher à travers les métiers d'actuaire. Alors, peut-être que ça sera la dernière question. Est-ce qu'on peut faire de la recherche en assurance vie? Oui, enfin, il y a des thèses qui sont proposées autour des pôles universitaires et des écoles d'actuariat. Alors, je ne connais pas en détail, mais je connais quelques personnes qui sont allées jusqu'à faire une thèse sur des sujets actuariels. Donc oui, c'est possible. Il y a beaucoup de choses autour du big data, notamment en ce moment, mais pas que. Très bien. Et je pense que du coup, ça sera la dernière question. C'est pour Faustin Moinet et aussi Stéphane Lemierre. Comment évolue le métier d'actuariat avec l'impact des taux bas en assurance vie? Les taux bas en fait amènent les assureurs à s'adapter et à créer de nouveaux produits qui, qui vont leur permettre de dégager toujours une certaine rentabilité tout en répondant aux exigences des assurés, c'est-à-dire d'avoir du rendement. Donc c'est là où on voit des nouveaux produits comme le nouveau produit Recroissance, où finalement on a moins de garanties par rapport à un fonds euro, parce que la garantie en capital se fait au terme et non plus à chaque instant. Mais on a une garantie par rapport aux unités de compte, où là, le risque était intégralement porté par l'assuré. Donc, il y a aussi les nouveaux PER. Donc, vraiment, les assureurs proposent de nouvelles solutions qui ont pour vocation d'être adaptées aux assurés, mais aussi qui leur soient bénéfiques. Je ne sais pas si... Mais ouais, je pense que le principal a été dit, hein, c'est les taux bas, c'est un vrai défi pour les assureurs, puisque c'est une difficulté à surmonter dans l'équilibre ALM des bilans constitués de longue date des assureurs. Donc, ça impose effectivement une gestion ALM probablement plus resserrée en ce moment qu'il y a quelques années, où c'était peut-être
un petit peu moins complexes, la transformation du business mix et l'évolution des produits, on en a parlé, une attention particulière aux allocations d'actifs, bien entendu. C'est un vrai défi pour l'assurance vie en ce moment, avec aussi des challenges particulièrement intéressants pour les risques managers et les actuaires qui exercent en compagnie en ce moment. Ok, alors bah, c'était une très bonne fin. Pour tous ceux là qui avaient des questions et auxquelles on n'a pas pu répondre, parce qu'on manque de temps, vous pouvez toujours les poser demain pour la journée sur l'assurance IARD. Vous pouvez aussi les poser sur LinkedIn ou nous les envoyer directement par mail de sorte à ce qu'on les ait en avance et qu'on puisse les envoyer aux intervenants de demain. Donc demain, il y aura encore 4 intervenants spécialisés dans l'assurance IARD et en espérant que du coup Zoom ne bug pas demain. Donc on vous dit à demain pour ceux qui seront présents et bonne soirée.